Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Laurent Lesage pour vous présenter un nouveau numéro de notre émission « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» Nous nous attaquons aujourd'hui à un nouveau sujet controversé qui est au cœur de l'actualité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce le retour des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles ? Il y a une proposition de loi du sénateur Duplon qui est actuellement en examen et en débat à l'Assemblée nationale qui traite de ce sujet sur lequel nous allons faire le point avec à la fois la science, avec la pratique des agriculteurs. Nous vous proposons tout de suite un sommaire en images. La proposition de loi du sénateur Laurent Duplon a pour objectif d'alléger les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Elle prévoit notamment de permettre l'utilisation de l'acétamipride, un produit phytosanitaire autorisé dans toute l'Union européenne jusqu'en 2033, mais qui fait débat en France. Pour les écologistes, ce serait une régression épouvantable de le réautoriser, car ce produit est un néonicotinoïde et il serait néfaste à la biodiversité, notamment les abeilles. On met des néonicotinoïdes même quand il n'y en a pas besoin, même quand il n'y a pas de ravageurs. Et ce texte est un hit-parade de dispositions d'inspiration trumpiste. Mais pour les agriculteurs que nous avons rencontrés, c'est indispensable de pouvoir utiliser l'acétamipride parce que leurs cultures sont menacées. Ça, c'est des dégâts de pucerons. Ça, c'est une grosse attaque. Là, c'est un gros foyer. Là où il y a des pucerons, ça entame la production de l'année N et de l'année N+1. Ma récolte 2024, on a autour de 30% de pertes dues uniquement à la punaise. Si on a des pucerons année sur année pendant plusieurs années, le verger et les arbres peuvent mourir entièrement. Alors, qui a raison ? Est-ce que l'acétamipride présente un risque réel pour la biodiversité et les abeilles en particulier ? Absolument aucun. Sur la zone production de noisettes, absolument aucun, c'est garanti. L'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'a autorisé et la Commission européenne nous a justifié ce choix. Si l'acétamipride est utilisé conformément, il ne pose pas de danger pour la santé humaine ou pour la santé des animaux ou environnement. Alors, faut-il mettre en difficulté et même sacrifier des filières agricoles françaises au nom d'un principe de précaution ? Nous avons enquêté à l'Assemblée nationale pour vous dévoiler les coulisses du vote à venir. J'ai une question à vous poser, non ? Alors voici notre décryptage sur une polémique bien française qui oppose, comme souvent, l'économie et l'écologie. Laurent, vous avez enquêté à l'Assemblée nationale, sur le terrain, dans plusieurs régions de France. Nous avons en plateau pour en parler aujourd'hui Géraldine Wössner, qu'on commence à bien connaître dans notre émission, rédactrice en chef au Point et qui a enquêté sur ce sujet de l'acétamipride. Et également Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs et productrices de fruits. Laurent, vous avez cherché à avoir le point de vue des ONG sur ce sujet. Alors effectivement, on a noué des contacts avec certaines ONG pour essayer de faire en sorte que sur ce plateau, elles puissent également exprimer leur point de vue. Mais apparemment, l'ONG Polinis, qui est très en pointe dans ce combat contre l'acétamipride et qui informe énormément les députés à ce sujet, n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Et puis également, comme lors de notre dernière émission sur les PFAS, j'avais sollicité François Veilleret, le porte-parole de Génération Future. Il n'a pas souhaité venir débattre avec nous sur ce plateau. En revanche, il nous a dit quelques mots au sujet de l'acétamipride, notamment utilisé dans la filière betterave. Selon lui, c'est un non-sens. Je vous propose de l'écouter. Les agriculteurs, les Français, on leur achète la betterave à peu près 4 € de moins que la moyenne de la zone France, Allemagne, Pologne. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui le justifie. Si on leur payait la betterave au même niveau, ils gagneraient à peu près 9%, un peu plus de 9% de rentabilité, ce qui leur permettrait, les doigts dans le nez, de redevenir extrêmement rentable. Donc c'est un problème économique. Aujourd'hui, on arrive sans néonicotinoïdes aucun à faire, en moyenne sur les 2 dernières années, 80 tonnes à l'hectare, ce qui est énorme. Au début des années 2000, on produisait sans néonicotinoïdes dans les 65, 70. Là, sans néonicotinoïdes, on est à 80, ce qui est très élevé. Et donc, il est où le besoin d'acétamipride ou n'importe quel autre Bon. Il n'existe pas si on résout le problème du prix d'achat.
aux agriculteurs. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'avaler l'acétamipride, qui pose des problèmes d'ailleurs pour la santé. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, l'acétamipride, de votre point de vue? L'acétamipride est une substance qui reste quand même très, très toxique, hein, d'autant plus que sur le betterave, elle est en principe utilisée en budget, etc. C'est pas parce qu'elle est un peu moins toxique que d'autres néonicotinoïdes qu'elle ne pose pas de problème. Et des problèmes de toxicité également. Nous regrettons que pour cette émission, comme la précédente, les porte-paroles des associations environnementalistes que nous avons contactées aient refusé de venir s'exprimer en plateau. Notre porte est toujours ouverte et bien évidemment, à tout moment, ils pourront intervenir demain dans d'autres émissions. Néanmoins, leurs points de vue sont largement repris par un certain nombre d'élus, de responsables politiques. Je crois que vous avez pu le constater, Laurent, en commission du développement durable de l'Assemblée nationale, dont vous avez suivi les débats. Oui, alors on a effectivement l'impression que dans cette commission du développement durable, les arguments des ONG ont largement infusé. Je crois qu'un certain nombre de nos confrères se sont fait l'écho de leur position. On a vu défiler sur les antennes et les plateaux radio-télé un certain nombre de figures de l'écologie politique. Et effectivement, dans cette commission développement durable, ce qui était assez étonnant, c'est le choix des termes. On présente l'acétamipride comme un poison et je crois qu'on peut décerner la palme à Delphine Batho, qui a quand même expliqué que c'était un florilège d'inspiration trumpiste, cette proposition de loi Duplon, qui permet notamment, dans son article 2, de réintroduire l'acétamipride. Je vous propose de voir notre reportage au sein de la commission du développement durable. À l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur l'allègement des contraintes aux agriculteurs, issue du Sénat, a commencé son parcours en commission du développement durable. Chers collègues, je propose de commencer notre séance de commission. D'emblée, on comprend que les députés ne vont pas s'aligner sur leurs collègues du Sénat. Réintroduire les néonicotinoïdes, même partiellement, serait un recul inacceptable pour la santé des pollinisateurs et la crédibilité de notre transition agricole. Ce texte, chers collègues, est un hit-parade de dispositions d'inspiration trumpiste. Alors, lorsque la Commission du développement durable s'attaque à l'article 2 qui concerne l'acétamipride, une majorité se dégage pour s'opposer à sa réintroduction. J'estime qu'un retour à une autorisation des néonicotinoïdes, même de manière dérogatoire, n'est pas envisageable. On met des néonicotinoïdes même quand il n'y en a pas besoin, même quand il n'y a pas de ravageurs. C'est à l'arrivée une catastrophe pour la santé publique et une catastrophe pour la biodiversité. Cette proposition de loi agricole est un contresens historique. Ce texte, lui, n'est qu'un cadeau fait au président de la FNSEA, son groupe agroalimentaire Avril, et ses porte-flingues qui veulent mettre du plomb dans notre droit environnemental. Le gouvernement devra nous expliquer pourquoi il propose d'autoriser un poison en France. Donc cet article il est dangereux pour la santé publique, pour l'environnement, pour la démocratie. Et donc c'est pourquoi le groupe écologiste demande fermement la suppression de cet article. Bref, la gauche est vent debout contre l'acétamipride. Selon elle, sous l'impulsion des Verts, il ne faut rien faire qui permette à l'agriculture intensive de prospérer. Son modèle d'agriculture n'est pas celui-là. Ce nivellement généralisé par le bas, c'est ce qui tuera nos fermes paysannes, le pastoralisme, l'apiculture, le bio et les productions de qualité. C'est ce qui menacera notre santé. Depuis 2016 et le premier débat sur les néonicotinoïdes à l'Assemblée nationale, les socialistes ont changé de position. À l'époque, Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture de François Hollande, avait écrit à tous les députés pour leur demander de ne pas voter l'interdiction des néonicotinoïdes tant qu'il n'y a pas d'alternative avérée pour les filières agricoles. Aujourd'hui, le socialiste Guillaume Garot défend une autre position. Je crois qu'il faut qu'on s'attache à protéger tous nos pollinisateurs. Si vous n'avez plus de pollinisateurs, vous n'aurez pas de culture durable. Je suis contre tout ce qui s'apparenterait à un recul. Voilà. Et mon souci, c'est de protéger la santé des sols et des hommes. C'est comme ça que je pense aujourd'hui, on doit ensemble avancer. L'avis de Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture, député MoDem, est plus complexe. Pour les noisettes et les pommes, il accepte désormais un recours à l'acétamipride, mais pas pour les autres filières. L'acétamipride. Oui. Voilà. Alors, vous avez changé d'avis là-dessus? J'ai cru comprendre que... Non, vous avez mal lu la presse. Ah, j'ai très mal lu. Vous avez mal compris. Je n'ai pas changé d'avis. Oui. J'ai dit, quand on a des impasses, il faut se poser la question. Donc le débat, c'est de savoir, là où il y a des impasses, comment on fait. Et donc je ne suis pas fermé à l'idée que là où il y a des impasses, sous réserve que ça soit circonscrit dans le temps, circonscrit sur les productions,
avec un programme de recherche d'alternatives, parce que sinon, dans 10 ans, on y est encore. Alors Françoise Roch, quand vous entendez ces députés s'exprimer en commission du développement durable de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Je suis choquée de voir ces hommes politiques qui sont hors sol. Qu'est-ce qui les a rendus hors sol? Est-ce qu'ils ont des collaborateurs qui ne s'informent pas? Parce que nous, autant paysans qu'on est, on s'informe. On ne fait pas n'importe quoi. L'acétamipride, par exemple, c'est quelque chose que l'on a utilisé en France pendant des années. On sait pourquoi on l'utilise. Cette dame qui nous dit que même quand il n'y a pas d'insectes, on traite, mais elle prend les producteurs pour des enfants ou pour des débiles. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis outrée de ce qui se passe. C'est de la politique électoraliste. Ils sont en train de parler à des électeurs et malheureusement, nous, paysans, on a une rupture très forte entre le monde urbain et le monde agricole qui fait qu'on a très peu de monde, très peu de gens qui continuent à s'intéresser au monde agricole, à comprendre ce que l'on vit, à voir nos besoins. Et il faut réussir à reprendre un peu la main en disant qu'on n'est pas des fous. Si on demande un produit comme l'acétamipride, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a aucun danger. Alors, j'ai envie de demander à Géraldine Wössner, qui a dû regarder comme nous et suivre avec intérêt les travaux de l'Assemblée nationale sur le sujet. Géraldine, est-ce que vous avez entendu comme moi Delphine Batho expliquer que l'acétamipride était un poison? Oui. Et vous avez vu l'extrait qu'on vient de diffuser, elle a dit que cette proposition de loi était d'un catalogue d'inspiration trumpiste. Je voulais avoir votre réaction. Ben moi, j'ai entendu, il me semble plutôt que Mme Batho se comporte comme une trumpiste. Je veux dire, elle donne des fausses informations. À chaque fois qu'elle intervient sur ce sujet, c'est pour dire un mensonge, quelque chose qu'il faut. Elle le sait, je pense, parce que moi, ça fait des années que j'en entends parler de l'acétamipride. Vous savez, on avait eu le débat au moment de la loi en 2016, au moment de l'interdiction en 2018, en 2020, quand il y a eu une dérogation. Donc, on le connaît très bien, ce dossier. Et on sait, effectivement, que ça n'est pas un tueur d'abeilles. Il est amalgamé aux autres néonicotinoïdes. Il y a 5 molécules dans cette famille. 4 ont été interdites au niveau européen, parce qu'effectivement, elles causaient des ravages parmi les populations de pollinisateurs. Ça n'est pas le cas de l'acétamipride. Ça n'est pas un poison, à tel titre qu'il est toujours autorisé en biocide. Les gens en pulvérisent dans leur maison parce qu'il est très efficace contre les blattes, contre les fourmis, contre les puces. Donc il y en a dans les colliers anti-puces des chiens et des chats. Et 95 produits biocides, aujourd'hui, sont vendus avec de l'acétamipride. Donc non, il n'y a pas de problème pour la santé. Et d'ailleurs, vous vous en doutez bien, l'ANSES n'aurait pas autorisé ces produits s'il y avait un problème pour la santé. Par contre, il faut prendre des précautions, bien sûr. Moi, j'ai remarqué que quand même, c'était dans les rangs de la gauche, le procès d'une forme d'agriculture qui n'est pas l'agriculture qu'il souhaite voir émerger. Et vous avez entendu comme moi qu'on s'en prenait à la FNSEA, à son modèle d'agriculture productiviste, tel qu'elle est décrite par la gauche. C'est ça, Madame Roch? C'est le système économique dans lequel on est, nous, agriculteurs. Et on s'adapte. Et dès qu'on veut s'éloigner du système économique, je pense au bio, par exemple, on a été nombreux à vouloir essayer de partir en bio. C'est une catastrophe puisqu'il n'y a pas l'acheteur en face. Et donc, en tout cas. Nous, on est sur le marché de l'offre et de la demande. Dès que l'offre va dépasser la demande, l'agriculteur mange des ronds et va jusqu'à... et si en plus, des gens hors sol, je répète, hors sol, dans ce contexte économique, nous met en plus des normes et des contraintes et des lois qui sont extrêmement dures, et bien automatiquement, pour l'environnement, automatiquement, le producteur perd pied économiquement. On voit que c'est un totem en réalité. C'est devenu un totem. Ils ont perdu la bataille du glyphosate, dont on a compris maintenant, à force d'usage, qu'il était, comme l'ont toujours dit d'ailleurs les agences sanitaires, assez inoffensif si on respecte les doses prescrites. Voilà, il faut un nouveau totem, ça sera l'acétamipride. Ne cherchez pas au-delà, puisque là, ce qu'on entend, ce sont des arguments
non scientifiques. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans le reportage qui suit. On a été voir, ça va vous faire plaisir Françoise Roch, un producteur de pommes, c'est votre filière je crois, oui. Qui lui nous explique qu'effectivement c'est de la concurrence déloyale de ne pas permettre aux agriculteurs français d'utiliser l'acétamipride alors que leurs voisins ont cette autorisation à leur disposition. Ça, c'est des dégâts de pucerons. Vous voyez, j'ai pas eu de mal à en trouver. Là, ici, avec la fourmi qui va avec, qui se nourrit du miel du puceron. Pour ce producteur de pommes installé en Indre-et-Loire, la récolte de cette année s'annonce compliquée, avec d'importantes pertes de fruits liées aux pucerons. C'est des insectes qui piquent la feuille, ce qui fait que la feuille se recroqueville. Et quand ça migre sur les fruits, ça fait la même chose sur les fruits se recroquevillent, ne poussent plus, se bloquent. On a un bouquet de pommes là, 4-5 pommes. Là on est sûr qu'avec des pucerons tout autour, qu'elles seront déformées, atrophiées, qu'elles resteront toutes petites et qu'elles ne seront pas vendues. Et donc les pucerons vont migrer sur les pommes, puis ensuite coloniser d'autres feuilles. Dès qu'on voit des feuilles comme ça qui sont un peu recroquevillées, c'est que le puceron est passé par là. C'est que le puceron est déjà installé et c'est pas bon signe, c'est urgent de faire quelque chose, quoi. Ça a toujours été comme ça, j'ai envie de dire. Oui, les pucerons, on en a toujours vu, on les a toujours, tous les ans on les a, sauf qu'on a de plus en plus de mal à les maîtriser. C'est ça le problème, parce qu'on a de moins en moins de solutions pour les combattre. Il nous reste des solutions, mais comme il ne nous en reste plus beaucoup, on prend le risque de les rendre inefficaces, ces solutions, d'engendrer des résistances. Plus on aura de solutions, et plus on pérennisera notre capacité à lutter contre les pucerons. Et puis surtout, l'acétamipride, c'est une matière active qui est autorisée dans toute l'Europe. Puisqu'on clame haut et fort qu'il faut de la concurrence loyale, il faut tout mettre en œuvre pour reconquérir notre souveraineté, donnons les moyens aux agriculteurs d'atteindre ces objectifs. Si vous avez un pot de pommes en moins, est-ce que c'est grave? Moi je vous réponds, si on baisse votre salaire, c'est peut-être pas si grave. Mais alors on peut l'accepter une année par-ci par-là parce que parfois les attaques sont plus fortes. C'est notre métier qui veut ça. Mais moi je n'accepte pas la concurrence déloyale. Dans toute l'Europe on a le droit de l'utiliser, donc pourquoi pas nous? Puisque derrière les pommes des pays européens, on les retrouve aussi sur notre marché. Alors Françoise Roch, vous qui êtes productrice de pommes, oui. J'imagine que ça fait écho directement à ce que vous connaissez sur votre exploitation. Complètement. En plus, moi j'ai envie de donner une petite réflexion personnelle. J'ai rencontré des producteurs de pommes il y a 4 ans quand il y avait eu un très fort gel. Et où il y avait eu donc des pertes à ce moment-là, avant même que les pommes puissent pousser. Et le producteur de la Sarthe, quand j'avais visité l'exploitation, m'avait alerté sur, au-delà de ces phénomènes de gel ou de ravageurs, sur le fait que globalement, la production de pommes en France avait tendance à baisser, que le nombre d'hectares plantés en pommiers avait tendance à baisser. Or, ce n'est pas parce que les Français mangent moins de pommes, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'importations de pommes venues d'autres pays, d'abord nos voisins européens, parfois aussi des pays plus lointains. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi le cœur du sujet autour de cette question de l'autorisation d'un produit phytosanitaire comme l'acétamipride? On est dans un système économique qui fait que les voisins vont produire moins cher. En France, on a, et j'en suis heureuse, un système social, un système, un SMIC, etc., qui déjà est important, qui fait un coût de production, parce qu'il faut savoir que plus de 50% de notre coût de production vient de la main-d'œuvre. Hein. Donc déjà, on est assez cher, on compte sur notre technicité, notre savoir-faire. On sait qu'il y a des pays qui prônent la pomme française parce qu'on bosse bien et qui sont contents du résultat, donc ils sont capables de payer un petit peu plus cher, les Français aussi. Mais le problème, c'est quand on rajoute en permanence et que nous, ça nous fait perdre du rendement, le monsieur le disait, on perd du rendement. Quand on perd du rendement, automatiquement, on monte le coût de production, sauf qu'on est sur un marché et que ça ne va pas se vendre à n'importe quel prix sous prétexte qu'on nous a enlevé un produit. Et puis là où on est très, très en colère, vraiment sur le terrain, c'est que c'est faux. C'est archi faux, c'est ce que disait madame. C'est-à-dire qu'on a des mensonges en permanence. Vous vous rendez compte, le directeur technique de l'INRAE, qui se permet, payé par les deniers publics, qui a la parole d'un scientifique, qui a l'écoute au moins d'un scientifique, il dit des mensonges à nos sénateurs.
il a été entendu auprès des sénateurs, il leur a dit, texto, que si on le remettait, le scandale serait pire que celui du chlordécone. Mais moi, je me mets à la place des politiques. Un homme de science comme ça, qui me dit ça, mais aucun politique n'a envie d'avoir encore un scandale comme ça à gérer une fois qu'il aura le pouvoir. Donc, on ne peut pas. Nous, c'est ça qui nous fait mal. Vous mettez en doute les propos de ce scientifique. Mais bien sûr, puisqu'il ment. C'est son dogmatisme qui fait ça. C'est sa philosophie de pensée qui voudrait qu'il y ait zéro pesticide en France, qui voudrait... Mais nous, on ne peut pas. Et donc, il se sert d'autres ficelles pour réussir à faire croire des choses à nos politiques. Et c'est pas normal de mentir comme ça. Géraldine, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, simplement, il a dit effectivement devant les sénateurs que l'acétamipride tuait les abeilles. On sait que c'est faux. Que l'acétamipride causait des cancers. Et on sait que ça n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Point. C'est un constat. Il faut rappeler pour le chlordécone, la comparaison avec le chlordécone, c'était un produit qui était utilisé dans la production des bananes aux Antilles, qui était utilisé dans d'autres pays, d'Amérique du Sud notamment, et qu'il a fini par être interdit à la fin des années 90, mais qu'il y a une pollution durable dans les sols des Antilles, qu'on trouve même en mer et dans les produits, y compris parce qu'une persistance dans les sols, ce que l'on n'a pas avec l'acétamipride. Et je parlais tout à l'heure de la question de la concurrence intra-européenne, rien que si on parle des 27 pays de l'Union européenne, il faut rappeler donc que l'acétamipride est autorisé dans tous les pays en dehors de la France. Tous les autres pays peuvent l'utiliser, tous les autres arboriculteurs de l'Europe peuvent l'utiliser. Les concurrents de la France se frottent les mains. Fin mars et fin avril, là, il y a quelques semaines, l'Allemagne a pris des dérogations pour qu'on puisse épandre de l'acétamipride sur des dizaines de milliers d'hectares de betteraves et de pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Oh, mais la production française risque de souffrir cette année ». Il y a déjà 6 sucreries qui ont fermé ces dernières années dans le nord de la France. Eh bien, ce marché va se déporter en Allemagne, tout simplement. Ils en sont ravis. Laurent, vous êtes justement allé interroger une porte-parole de la Commission européenne, et en l'occurrence de la DG Santé. Alors, c'est exclusif. Nous avons obtenu une interview de la Commission européenne. Elle n'en donne pas tant que ça. Et effectivement, il y a une porte-parole qui a bien voulu nous donner des éléments très intéressants sur la position de l'Union européenne par rapport à l'acétamipride et qui nous a fait aussi une révélation sur le fait que la France avait tenté avec des arguments scientifiques apparemment, de faire revoir sa copie à l'Union européenne, et ça ne s'est pas passé exactement comme les pouvoirs publics français l'avaient anticipé. Bonjour Eva, ici c'est bien à la Commission européenne que nous sommes. Précisément, vous êtes une porte-parole de la DG Santé, la Direction Générale de la Santé, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis une porte-parole de la Commission européenne et dans mon portfolio est aussi la santé et la sécurité des aliments. L'Europe, comme la France, a interdit l'usage des néonicotinoïdes, mais cette fois-ci, avec l'acétamipride, est-ce que c'est moins dangereux que les autres néonicotinoïdes? Pourquoi est-ce qu'il est autorisé? C'est vrai qu'on a la famille des néonicotinoïdes et acétamipride est juste une substance de cette famille de néonicotinoïdes. Il faut savoir que si l'acétamipride est utilisé conformément avec les conditions qui sont fixées dans l'autorisation, puis il ne pose pas de danger pour la santé humaine ou pour la santé des animaux ou l'environnement. Ça veut dire que l'acétamipride, dans les conditions normales d'utilisation, définies par son autorisation européenne, ne pose pas de problème ni pour la santé humaine, ni pour la biodiversité. C'est bien ça? C'est bien ça. L'acétamipride, si c'est utilisé conformément avec les conditions, puis il ne pose pas quelque danger pour la santé humaine. Ni pour la biodiversité. Ni pour la biodiversité. Je pense que la science est avec nous et c'est vraiment un processus scientifique, indépendant et transparent. Vous pouvez aussi regarder le site de web de l'EFSA. La France a pourtant essayé de faire changer d'avis l'Union européenne au sujet de l'acétamipride. La Commission européenne a donc demandé à des scientifiques de toute l'Europe de se pencher sur ce dossier. Leur conclusion, les arguments exposés par la France n'étaient apparemment pas assez solides. On a effectivement évalué cet argument
Et on a constaté que ces arguments ne sauraient servir de base solide pour retraite de l'acétamipride. On a vraiment évalué les arguments qui étaient apportés en France, c'est normal, hein, c'est notre obligation, mais après cette évaluation, on n'a pas trouvé la base solide pour retirer l'acétamipride comme la substance active utilisée en agriculture. Alors, ce qui me paraît important de signaler, c'est que la Commission européenne n'ignore pas le débat qu'il y a actuellement en France sur la question. Donc, je ne pense pas que la Commission européenne m'ait donné cette interview par hasard. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul journaliste à avoir travaillé sur le sujet, parce que Géraldine, vous étiez aussi dans le même temps, en parallèle, en train d'enquêter là-dessus. Oui. Et vous avez aussi la possibilité de publier d'autres informations dans votre journal, c'est bien ça ? Oui, en effet. Moi, j'ai pu parler à 2 éminents chercheurs qui ont dirigé en fait cette revue des travaux très complet qu'a faite l'EFSA, l'Autorité sanitaire européenne, en 2024. Donc, celui qui dirigeait les travaux en santé humaine, un toxicologue, et celui qui dirigeait les travaux en écotoxicologie sur l'environnement. Et effectivement, enfin, ils sont assez clairs. La France avait demandé une révision. Alors, elle a envoyé quelques études indépendantes. Il y a aussi l'ONG Pan-Europe, qui est une ONG anti-pesticides, qui avait envoyé des études, 7 je crois, et la Commission européenne les a intégrées à tout le corpus qu'elle a révisé. Elle a trouvé des éléments d'intérêt sur lesquels on va revenir, mais globalement, moi, on m'a expliqué que la plupart de ces études, en fait, étaient de très mauvaise qualité. Elles s'étaient classées comme tiers 3, ça veut dire haut risque de biais. Elles manquaient d'évaluation détaillée sur l'exposition, il y avait des points finaux qui n'étaient pas du tout standards, des observations de toxicité dans certaines études suggéraient des tests inappropriés. Enfin, voilà, il y avait des méthodologies qui n'allaient pas dans le corpus d'études qu'a fourni la France. Mais la leçon qu'on peut en tirer, c'est que l'EFSA, Géraldine, vous l'avez constaté nous aussi dans notre enquête, l'EFSA travaille très bien. Que les scientifiques européens, on ne peut pas mettre en cause, voilà, on ne peut pas mettre en cause leur indépendance et leur sérieux. Et ce qui paraît étonnant, c'est qu'on a une grande partie de la classe politique française qui fait comme si l'EFSA et les scientifiques qui travaillent pour l'Europe étaient des incapables. C'est la négation de la science assez systématique dans la sphère militante. C'est ça ce qui est troublant, c'est qu'on entend vraiment le discours ultra-militant qui est devenu mainstream au sein de l'Assemblée nationale pour une raison simple, c'est que les politiques ne comprennent pas ces études. Il faut dire que ce sont des revues qui font 200 pages, extrêmement écrites en anglais, c'est compliqué à lire. Mais là, bon, vous voyez, ils travaillent en toute indépendance, selon des critères, des règles méthodologiques très strictes. La personne qui a conduit l'étude au niveau écotoxicologique, c'est un Hongrois, par exemple, qui n'a pas d'intérêt à l'acétamipride. Enfin, les arguments sont assez surprenants. Vous savez que la France est aussi la seule en Europe à refuser tout un tas de systèmes. Par exemple, on peut faire des attributions croisées, c'est-à-dire que quand l'Espagne a étudié une molécule et donné une autorisation de mise sur le marché, l'Italie va se dire on a le même contexte, je vais reprendre son étude et puis donner la même autorisation. La France est la seule en Europe à le refuser systématiquement. Il n'y a que elle qui sait faire, les autres, ils ne sont pas bons. Moi, je tire une autre leçon de cet épisode et de cette interview que nous a accordée la Commission européenne. Je me demande si la Commission n'a pas voulu envoyer un petit message à la France. François, est-ce que je me trompe On peut se poser la question parce que c'est vrai que là, il y a vraiment une exception française dans toute l'Union européenne. Moi, j'ai en mémoire aussi le débat depuis 10 ans parce que finalement, cette histoire des néonicotinoïdes, 2016. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Oui, mais il y a eu la loi en 2016 sur la biodiversité qui les a interdits, mais suite à une campagne militante fortement relayée dans les médias avec les apiculteurs qui étaient en première ligne, qui venaient manifester devant l'Assemblée nationale. Et à l'époque, on a eu cette expression qui, depuis, est restée, les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, parce que c'est bien parce qu'on dit tueurs d'abeilles, qu'ensuite, on a une très, très grande difficulté à avoir un débat. Il y a la peur. Moi, je crois qu'il ne faut pas non plus dire que c'est parce que c'est très complexe et que les députés ne veulent pas se plonger dans la science, c'est parce que c'est plus facile, finalement, de réagir avec la peur. Et donc, comme les gens ont peur, on fait peur aux gens, donc les gens ont peur, ensuite, on va vers une interdiction. Et si jamais on propose une réautorisation,
l'autorisation, on considère que c'est un grave recul sans même regarder la dimension scientifique. Parce que quand on regarde depuis 2016, donc depuis 9 ans, il y a eu l'interdiction votée à l'Assemblée nationale, puis ça s'est mis en œuvre en 2018 d'abord, puis ensuite en 2020, il y avait des substances qui avaient une dérogation jusqu'en 2020. On est obligé d'y revenir en 2020, de nouveau un débat à l'Assemblée nationale. Moi j'étais encore député, je m'en souviens très bien. On a été traité de tous les noms parce qu'on a voulu refaire une dérogation faute de mesures alternatives qui pourtant avaient été promises dès 2016. Et aujourd'hui, on est en 2025 et on voit que les mesures alternatives, elles n'existent pas plus et que par ailleurs, la peur n'était pas justifiée pour certains produits. Comme d'habitude, on met tout dans le même sac et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux souvent les gens dire mais l'acétamipride c'est dangereux parce que c'est un néonicotinoïde et ils se fondent sur des études globales qui ont été faites souvent il y a très longtemps sur les néonicotinoïdes. Alors sur le danger, je pense que Géraldine, vous avez des chiffres précis, vous avez des informations précises à nous donner. Alors attention, on ne va pas dire que c'est un insecticide inoffensif. Pas du tout. C'est un puissant insecticide, l'acétamipride, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est prisé, qu'il est très efficace contre les pucerons et contre un certain nombre de ravageurs. Par contre, il n'a pas du tout la même écotoxicité que les autres membres de cette famille des néonicotinoïdes qui ont, eux, été interdits, y compris par l'Union européenne. Je vais vous donner quelques chiffres. Il agit sur le système nerveux des insectes. Par exemple, pour les abeilles, on va regarder la toxicité par contact et la toxicité par ingestion. Cette toxicité, elle est 2300 fois moins élevée pour l'acétamipride par contact que pour le clothianidine, qui a été interdit lui aussi, et 330 fois moins élevé par ingestion. C'est pour vous donner les ordres de grandeur. Au point, si je peux me permettre, qu'il a eu ce qu'on appelait, qui n'est plus et aujourd'hui, la mention abeille. De l'ANSES. De l'ANSES, à l'époque où nous, on s'en servait. Donc, ça veut bien dire que l'ANSES a fait des études très poussées pour voir la toxicité sur les abeilles, sur les bourdons. Ils ont fait sur plusieurs types de pollinisateurs. Et on a eu droit à la mention abeille. Ce que je comprends avec ce que vous expliquez, Géraldine, c'est que les doses létales pour les abeilles, telles que l'acétamipride, seraient utilisées en France s'il y avait à nouveau une autorisation. Il n'y a aucune situation crédible dans laquelle ça peut arriver. Et d'ailleurs, les spécialistes le savent et les apiculteurs le savent. J'ajoute par ailleurs qu'on a un vrai problème de pollinisateurs, notamment en France, de mortalité d'abeilles. Les néonicotinoïdes sont interdits depuis 2018. Elles meurent toujours, les abeilles. Et c'était un petit élément. C'est le varroa. Voilà. C'est un défaut de formation, c'est le réchauffement climatique, c'est multifactoriel. Le problème, c'est beaucoup l'urbanisation. Le frelon. Oui, le frelon asiatique. C'est ça qui est désolant. C'est ce type de discours très caricaturaux empêche qu'on se penche sur les causes, les vraies causes de la mortalité des abeilles et des pollinisateurs, qui reste un problème très inquiétant. Ce problème, manifestement, ne préoccupe pas beaucoup les politiques qu'on a entendus ici. C'est d'autant plus étonnant, il faut quand même le préciser, que les députés qu'on a vus dans le reportage à l'Assemblée nationale, à la Commission du développement durable, sont pour la plupart d'entre eux élus de circonscriptions rurales. Je tiens à le préciser parce qu'on pourrait penser que c'est des députés urbains qui n'y connaissent rien à l'agriculture. Or là, s'exprimaient des députés issus de circonscriptions rurales. Alors, on vous l'a dit au cours de cette émission, il y a plusieurs filières agricoles qui sont concernées par le retour de l'acétamipride. Et il y en a une qui souffre particulièrement de son ravageur historique, le balanin, mais qui souffre aussi de l'arrivée d'une punaise diabolique qui, depuis quelques années, est venue du continent asiatique, d'abord en Espagne et qui est remontée sur le sud-ouest de la France. C'est la filière de la noisette qui a absolument besoin de trouver de nouvelles solutions pour faire face à ce ravageur. Dans le Lot-et-Garonne, les producteurs de noisettes sont dans la tourmente. Leur production s'est effondrée l'an dernier, et cette année encore, la récolte s'annonce désastreuse. Car dans leur verger, depuis 3 ans, un ravageur est apparu. J'en ai une. Il y en a une ? Ouais, j'en ai une, mais qui est sur le dos. Là, voilà. C'est la punaise diabolique. La punaise diabolique. Et elle est vraiment diabolique parce qu'elle vous fait des misères. C'est ça. L'an dernier, ma récolte 2024, on a autour de 30% de pertes dues uniquement à la punaise. Et si vous perdez 30% de votre production, est-ce que c'est grave ? Et économiquement, alors c'est 30% de pertes en qualité, mais il y a aussi des pertes en quantité, en amont. Alors qui pour le coup est mixé entre deux parasites, donc la punaise qui fait une part des dégâts, des pertes, et le balanin de la noisette qui est le ravageur historique du verger de noisetier en France.
Et on estime qu'à peu près 50% de la récolte avait déjà été détruite dès cette période-là, dans les 2 mois qui arrivent, là, où là, le balanin et la punaise travaillent et nous font perdre du rendement. Et après, une fois les noisettes développées, c'est la punaise qui vient piquer les noisettes, et là, c'est des pertes de qualité de 30%. Alors, il y a quelques années, vous utilisez un produit, l'acétamipride, exactement, pour faire face au balanin, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça marchait? Ça marchait très bien, parce qu'en 2 à 3 applications par an, on était couvert sur l'ensemble de la saison. L'intérêt de l'acétamipride, c'était un insecticide qui avait une rémanence de 3 à 5 semaines. Donc on faisait un traitement et on était couvert pour 1 mois et demi. Aujourd'hui, les matières actives qui nous restent n'ont plus du tout cette rémanence-là et n'ont une efficacité que pendant 24 à 48 heures. Pour avoir la même efficacité que l'acétamipride, il faudrait qu'on passe toutes les semaines. Techniquement, c'est très compliqué à faire. Parce qu'il faudrait être en permanence en train de traiter sur les 4 à 6 mois de végétation de l'arbre. Historiquement, les vergers, ils alternent une année haute, une année basse, une année haute, une année basse. Et ça, c'est une alternance naturelle. Mais globalement, on avait un rendement qui était compris entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 5 par hectare. Et donc là, vous avez l'historique de production en kilos par hectare. Et depuis 2020 à peu près, vous avez une chute drastique du rendement par hectare au verger, qui est liée à l'absence de protection des vergers. Depuis qu'on n'a plus l'acétamipride, on ne peut plus protéger nos vergers. Et donc on a nos 2 ravageurs principaux qui nous détruisent les récoltes. Là, on est tombé en dessous d'1 tonne hectare. Donc en fait, on a fait plus que diviser par 2 la production de noisettes françaises. C'est ça. Aujourd'hui, on a un potentiel d'environ 12 à 13 000 tonnes de production annuelle. Et l'année dernière, on a récolté 6 500 tonnes. On cherche des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires, et notamment pour le balanin et pour la punaise diabolique. La punaise diabolique, elle est arrivée en France en 2012. On a commencé à la voir dans les vergers en 2015. Dès qu'on a commencé à la voir dans les vergers, on a lancé nos recherches dessus. Donc on n'a pas attendu ne serait-ce que l'interdiction de l'acétamipride pour faire quelque chose. On a dès le début cherché des moyens de lutte par biocontrôle. Bon, et au final, vous avez trouvé le ravageur de la punaise. C'est le ravageur naturel de la punaise diabolique dans son aire naturelle qui est l'Asie. Hein. Donc c'est une petite microguêpe, un micro-hyménoptère qui s'appelle Trizolcus. C'est minuscule. C'est minuscule. Et donc c'est un petit parasitoïde qui va pondre dans les œufs de punaise et qui du coup empêche la punaise d'éclore et de se développer dans les vergers. Et là, vous ne pouvez pas les déposer dans les vergers, ça ne va pas faire effet tout de suite et ça ne va pas marcher. Donc c'est pas si simple que ça. Il faut mettre au point la méthode. On ne sait pas aujourd'hui combien il faut en lâcher, à quelle fréquence, à quelle distance. Voilà, tout ça, il faut le définir en fait. Alors, pour les solutions naturelles dans la noisette, c'est en cours, aussi bien pour contrer le balanin que pour contrer la punaise diabolique. Mais toutes les filières de fruits sont concernées. Françoise, c'est pas un mensonge quand je dis ça. J'ai l'impression qu'on a focalisé le problème de l'acétamipride sur 1 ou 2 filières. Mais vous qui êtes la présidente de la Fédération des producteurs de fruits, vous pouvez nous dire qu'il y a plein de filières concernées, c'est ça? Ah, c'est énormément de filières concernées. Pourquoi? Parce que, comme dirait un agriculteur, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a enlevé les matières actives, on a enlevé les produits, on nous a enlevé des moyens aussi de recherche. Il faut savoir que la France, ces 20 ou 30 dernières années, s'est désengagée sur la recherche agricole, que ce soit à l'INRAE ou que ce soit dans les centres techniques, beaucoup plus de vulgarisation. L'État s'est désengagé. Et donc, on enlève les molécules alors qu'on est en train de chercher. Et il faut savoir qu'un paysan, c'est tout con. Hein. Quand il y a quelque chose qui fonctionne et qui est économiquement viable et qui a moins d'impact, que ce soit sur la santé ou sur l'environnement, on le prend. Moi, je suis installée depuis 35 ans. On n'a pas arrêté d'évoluer ces 30 à 40 ans. Alors, il y a moins de crédit pour la recherche, mais est-ce que dans vos filières, on cherche des solutions naturelles pour éviter de mettre des produits phytosanitaires? Mais bien sûr, avec les petits moyens que l'on a, on cherche. C'est-à-dire qu'on pousse sur, je pense par exemple, je vais vous parler de la tisse. La tisse, c'est la technique de l'insecte stérile. On élève des insectes, on stérilise,
on balance dans la nature, ils vont s'accoupler avec les insectes de la nature. Et comme le mâle est stérile, il ne va pas pondre et tout doucement, ça met 3, 4, 5 ans, les populations vont baisser pour faire en sorte que nous, on ne soit plus embêtés. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur la technique de l'insecte. Donc ça ne marche pas encore de manière optimale. C'est très très long. C'est très long pour finaliser. Et en plus, on parle, comme vous le disiez, de toutes les filières. C'est-à-dire que la noisette, on la met en avant parce qu'ils sont en danger très grave économiquement. Il faut savoir que la cerise, ça nous est déjà arrivé et on est très mal depuis quelques années en cerise. La noisette arrive, la pomme va suivre parce qu'on voit bien, pêche abricot, et on voit bien qu'on a des parasites et des maladies qui arrivent de l'extérieur, qui sont à nos frontières, et où on n'aura pas de solution. Et plus on nous enlèvera des produits, et moins on aura de solution. Moi, je veux répéter qu'un agriculteur, c'est pas un fou. Quand on utilise un produit, c'est qu'on sait pourquoi, c'est qu'il a été autorisé par l'EFSA, autorisé par l'ANSES, et qu'on l'utilise à bon escient. Ce n'est pas l'ANSES qui a décidé de retirer l'acétamipride. Politique. Et d'ailleurs, son président Benoît Vallet l'a dit devant les députés en audition, c'est une décision politique. Comme pour le glyphosate à l'époque, l'ANSES avait dit aucun problème pour nous pour le glyphosate, et c'est des réactions politiques, et c'est là que je parle d'électoralistes, c'est-à-dire des réactions politiques pour flatter un certain électorat et pour dire, vous avez vu, je m'occupe. Mais ces gens-là, dans 5 ans, dans 10 ans, ils ne seront plus là. Nous, paysans, on sera encore là. Nous, on ne sait pas délocaliser. On va rester sur les territoires. On va mourir petit à petit. C'est pour ça que vous avez encore des paysans en France. Mais là, on est au bout du rouleau. On est au bout du système. Que cette loi Duplon, donc venue du Sénat, du nom d'un sénateur, M. Duplon, elle a été faite suite à la crise agricole qui avait eu lieu début 2024. Le Premier ministre Gabriel Attal, à l'époque, avait pris un certain nombre d'engagements, notamment de simplification réglementaire, notamment d'alignement de la réglementation française. Nous mettrons l'agriculture au-dessus de tout. Voilà, et alignement de la réglementation française sur la réglementation européenne pour ne pas être dans une surenchère française qui pénaliserait nos agriculteurs. Et bon, le travail de l'État, des gouvernements qui sont tombés, la dissolution, etc., a fait que ça n'avançait pas. Les sénateurs ont pris une initiative sur quelques sujets. Ça arrive à l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas oublier que ça vient de là. C'est-à-dire que c'était redonner aux agriculteurs français des capacités à produire à un prix qui soit acceptable par les consommateurs. Par les consommateurs, il ne faut pas l'oublier. Alors, on parlait tout à l'heure des solutions naturelles pour essayer de ne pas abuser des produits phytosanitaires. Vous expliquez que dans les filières, on y travaille, contrairement à ce que certains disent, puisqu'ils vous accusent de ne rien vouloir faire et de continuer à vouloir utiliser à outrance des produits phytosanitaires. Vous nous dites que ce n'est pas vrai, mais on est allé voir dans le Lot-et-Garonne des producteurs de pruneaux qui essayent justement des méthodes naturelles, et on s'aperçoit que ça ne marche pas en claquant des doigts. Ouais, là, t'en as des pucerons ici. Ça, c'est une grosse attaque. Là, c'est un gros foyer, ça, par exemple. Les producteurs de pruneaux du Lot-et-Garonne sonnent l'alerte. Leur récolte est menacée par des ravageurs et ils n'ont pas la possibilité de défendre vraiment leur production. Voilà, les pucerons, c'est ça. Là, les feuilles non touchées, elles sont propres. Ouais. Elles sont bien. Et là, ici, on a une attaque de pucerons. Voilà. Et après, les feuilles enroulées, on déroule. Là, il y en a un tout petit, là. Et qu'est-ce qui fait que c'est problématique, ces feuilles enroulées? Alors, le puceron, il bouffe les feuilles et après, ils s'en vont. Là j'en ai un. Là. Vous voyez là? En bas, là? Le vert, là? C'est tout petit. Hein. Ah oui, ça fait 2 mm de long. Hein. Et en fait, ça pompe la sève, ça pompe les éléments. Et ça pompe les éléments aussi donc, de toutes les tiges et des réserves de l'arbre. Et donc, là où il y a des pucerons, ça entame la production de l'année N et de l'année N+1. Là où il y a beaucoup de pucerons, la prune ne va pas pousser et elle va péricliter, elle va crever, tellement ça pompe tous les éléments. Et comme ça pompe les éléments, il y a des mises en réserve qui se font pour l'année suivante. Et donc l'année suivante, il n'y aura pas de production non plus. C'est pas un phénomène nouveau, vous en avez depuis des années, les pucerons. Ah, les pucerons, on a toujours lutté contre les pucerons, contre le carpocaps en prune, contre tout. On a des produits qui marchaient très bien et maintenant on veut nous supprimer ce produit qu'on traite une fois, on fait un traitement dans la saison, avant la floraison, bien avant la floraison. Et après, la production arrive, ça pousse et on est tranquille, on n'a pas de pucerons.
pour le reste de l'année. Lorsqu'ils utilisaient l'acétamipride avant son interdiction, les producteurs de pruneaux traitaient bien avant la floraison, donc selon eux, cela ne pouvait pas nuire aux insectes pollinisateurs. Ils jugent incompréhensible qu'on leur interdise l'usage de l'acétamipride qui est efficace et surtout autorisé partout ailleurs en Europe. On a 14 molécules qui sont utilisées pour la prune, pour lutter contre les nuisibles. 14 molécules qui sont utilisées à 150 km, 200 km d'ici en Espagne ou en Italie, mais nous on ne peut pas les utiliser. En l'absence de produits phytosanitaires, les producteurs devront se contenter de solutions de biocontrôle, comme leurs collègues qui sont en agriculture biologique. C'est ce que ce producteur a tenté. Par exemple, ici, on est sur un essai des techniciens de la filière, parce que nous, on fait de la recherche expérimentale, vraiment. Et donc, il y a un essai ici de fait chez un producteur en conventionnel avec des produits de biocontrôle. Et donc, il faut passer plusieurs fois déjà, avec des bonnes températures, des conditions climatiques particulières. Et là, on voit que l'essai qui a été fait, il y a plus de pucerons, plus d'attaques qu'en conventionnel. Donc, on sait très bien, on fait de la recherche, mais il y en a pour plusieurs années. Est-ce que la production française est mise en péril par le fait qu'on ne puisse plus traiter les arbres? Mais là, on le voit bien, si on ne traite pas, ici, c'est un essai avec des produits autres, de biocontrôle, ça ne marche pas. Les arbres, ils sont en train de dépérir. Après ça, on peut même perdre le verger, parce que si on a des pucerons année sur année pendant plusieurs années, le verger et les arbres peuvent mourir entièrement. On a déjà vu des arbres mourir par le puceron. Un écologiste pur et dur vous dirait ouais mais alors attendez là, vous voulez tuer la biodiversité avec vos produits phytosanitaires. Sauf que quand on traite, on traite assez tôt avec cet insecticide. Nous on traite fin d'hiver, tout début de printemps, et les auxiliaires ils arrivent bien après. Et tout ce qui est coccinelle, cirfe, araignée. Donc vous prétendez qu'un traitement à l'acétamipride l'hiver, ça n'a pas d'enjeu pour la petite biodiversité. Ça n'a pas d'enjeu pour la biodiversité. Ça n'a pas d'enjeu parce que les insectes ne sont pas encore sortis. Il ne fait pas encore assez chaud et du coup, on n'a pas d'insectes dans les vergers à ce moment-là. Donc si vous traitiez ici à l'acétamipride, ça ne tuerait pas les abeilles? Pas du tout, pas du tout. À les entendre, si les députés qui vont bientôt voter sur le sujet ne les comprennent pas, cela ne sera pas sans répercussions sur les hommes et les femmes de ce territoire. Ça ne va peut-être pas tuer les insectes, mais ça va tuer les agriculteurs. Il n'y aura plus de tissu local, il n'y aura plus de production. Nous, on a une IGP, indication géographique protégée, où il y a un certain bassin d'emploi, il y a 850 producteurs, il y a 50 unités de transformation, des gros, des petits, des moyens, qui font vivre des familles, qui vont sur des marchés, qui font vivre le tissu local. Mais il faut que la France soit irréprochable. Que la France soit irréprochable, je suis d'accord, mais là, elle l'est un peu trop. On veut laver plus blanc que blanc, et pour beaucoup de choses, et notamment l'agriculture. Et le problème, c'est que nous, on ne peut pas se délocaliser. Alors, on importe des produits d'Argentine, du Chili, même d'Italie ou d'Espagne, qui sont traités avec tous les produits qu'on peut utiliser. Mais nous, non, en France, on ne peut pas utiliser, alors qu'on peut tout contrôler en France. On peut tout contrôler. À l'étranger, tout ce qui est importé, on ne peut rien contrôler du tout. Les producteurs de pruneaux sont loin d'être les seuls. Une grande partie des agriculteurs français qui produisent d'autres fruits, légumes ou céréales sont concernés et menacés par l'absence de solutions alternatives crédibles aux néonicotinoïdes pour protéger leur production des ravageurs. Toutes les filières, la noisette, la pomme, la poire, la betterave, tout le monde est touché, même dans les céréales, tout le monde est touché par ces problèmes de phyto. C'est toute l'agriculture française, on a viré l'industrie, la sidérurgie, le textile, plein de choses. Et maintenant, voilà, depuis quelques années, on s'attaque à l'agriculture. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas délocaliser. Donc nous, on tient mordicus à nos productions, on est fiers d'être agriculteurs et de produire des bons pruneaux d'Agen. Sur ces sujets, comme d'habitude, il y a la réalité de terrain qu'on est allé voir avec Laurent, dont on a beaucoup parlé avec vous, Françoise Roch. Mais il y a aussi la présentation médiatique, en tout cas de certains médias, qui aiment bien eux aussi jouer sur des choses soit très simplistes et jouer sur les peurs, il faut bien le dire, auprès de leurs auditeurs et de leurs téléspectateurs. On a un exemple avec l'interview de Philippe Grandcola récemment sur France Inter.
La loi Duplon qui doit être examinée au Sénat à partir de mardi et qui réautorise certains de ces néonicotinoïdes et notamment certains qui sont dangereux pour la santé. On les appelle les tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Le sénateur qui l'a proposé, lui, dit que ça sert à lever les contraintes du métier d'agriculteur. Quel regard vous portez sur ce texte ? C'est un texte qui est épouvantable au court terme. Bien entendu, on peut d'un côté se dire quand on cultive des noisettes ou des betteraves à sucre qu'on va pouvoir mettre des substances très toxiques a priori et supprimer tout problème pendant le cycle de culture, pendant un moment, mais par la même occasion, on va causer des dommages terribles à toutes les autres espèces qui sont nécessaires pour les autres types de cultures, pour les pollinisateurs. Betteraves à sucre ou noisetiers ne sont pas pollinisés par les insectes, donc tout va bien pour ceux-là. Mais par contre, dans les parcelles adjacentes où l'acétamipride, par exemple, ce fameux néonicotinoïde qui devrait peut-être être réintroduit, cette molécule, elle voyage avec l'eau dans les parcelles adjacentes. Et pire encore, c'est une substance aujourd'hui dont on sait qu'elle provoque des problèmes de construction du système nerveux chez les enfants, donc chez les humains. Donc il y a aussi derrière non seulement un problème de santé de l'environnement, mais un problème de santé humaine et évidemment au premier chef de santé des agriculteurs qui utilisent ces molécules. Donc ils sont eux-mêmes inclus dans cette problématique et il faudrait ne pas l'oublier. Alors comme souvent quand on est auditeur ou téléspectateur d'un tel discours, on est assommé. On se dit, mais comment on peut utiliser de tels produits s'il y a autant de dangers ? Alors, je voulais demander à Géraldine Wessner, est-ce que Philippe Grandcola a raison de nous alerter sur le fait que l'acétamipride pouvait ruisseler et aller dans les parcelles adjacentes faire des dégâts ? Alors, moi, je peux juste vous donner les données de la science. L'acétamipride, c'est une molécule considérée comme peu persistante dans l'environnement. Elle a une demi-vie d'une durée de 8 jours dans les sols et dans l'eau, c'est de 1 à 4 jours. Après, elle a totalement disparu. On peut retrouver des métabolites de l'acétamipride, mais qui ont également une vie courte. Et dans l'air, ils ne voyagent quasiment pas. C'est ce que nous disent les études que M. Grandcola n'a sans doute pas consultées. De la même manière, sur ce qu'il dit de la santé, ce qu'il dit est inexact. C'est-à-dire qu'elle n'est pas génotoxique, pas reprotoxique, pas cancérinogène. Par contre, il évoque des problèmes de développement. C'est ce dont on a parlé au début de cette émission et que je vais rappeler. Il y a une étude et une seule de Developmental Neurotoxicity sur cette molécule in vivo qui est disponible et qui montre une réduction de la réponse de sursaut auditif chez les jeunes animaux, c'est-à-dire qu'une sorte de manque de réactivité à un stimulus auditif. Le problème de cette étude, m'a expliqué l'EFSA, voilà. Le problème, c'est qu'elle n'a pas permis de conclure sur une série de paramètres qui sont très importants pour évaluer si oui ou non on a un problème, l'activité motrice, les fonctions d'apprentissage. Donc en fait, on ne sait pas. Et c'est pour ça que des nouvelles études ont été demandées pour 2026. Il y a une incertitude, mais l'EFSA est relativement sereine parce qu'on a tellement réduit les doses d'utilisation que ça va protéger les consommateurs. Donc aller dire comme ça, une radio grand public, une chose, faire d'une certitude, d'une incertitude déjà scientifiquement, c'est pas très correct, c'est pas... Et puis surtout, la jouer sur les peurs. Donc on voit bien qu'il est dans une posture militante et pas dans une posture scientifique. C'est problématique. Et c'est ce qui pollue depuis des années notre débat public. En tout cas, les médias ont un peu choisi leur camp, c'est ce que j'observe. Enfin, pas tous les médias, on ne va pas faire non plus, nous, à notre tour des amalgames, mais il y a quand même une tendance médiatique à vouloir considérer que l'acétamipride, c'est pas bien, c'est pas sain, et à mettre, j'ai envie de dire, tous les néonicotinoïdes dans le même sac. C'est un peu ça, Françoise, vous êtes d'accord ? C'est comme si on vous disait, tous les antibiotiques sont mauvais. C'est fini, on ne peut plus. Et puis un jour, on sort un antibiotique qui n'a pas de résistance, etc. Ah non, c'est de la famille des antibiotiques, on n'en veut pas. C'est ça. Donc les néoniques, nous, quand on les a sortis, on faisait partie des gens où ça ne nous a pas posé problème pour les premiers néoniques parce qu'on savait qu'il y avait un problème dessus. Et l'EFSA, et d'ailleurs, ils sont interdits au niveau de l'Europe, l'EFSA les a interdits. Ceux qui créaient, vous savez, qui perdaient les abeilles, etc. Arrive une nouvelle génération de néoniques, dont l'acétamipride fait partie, qui a été mis dans la loi dans les assimilés néoniques, alors que ce n'est pas un néonique pur. Et sous le petit truc qu'ils ont rajouté, assimilé néonique, ils mettent des produits comme ça, qui nous sortent de par la loi, alors que l'ANSES n'ont pas de problème. Et c'est là
ou c'est gravissime pour les professionnels? Alors, je voulais aussi qu'on revienne sur ce que dit précisément le texte de la proposition de loi qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ça a été présenté par certains comme étant le retour des néonicotinoïdes. Et en fait, on parle, vous l'avez bien compris depuis le début de cette émission, de l'acétamipride. Et surtout, il n'est pas question de l'autoriser partout et n'importe où pour n'importe quelle culture. C'est très encadré. Je vous propose de faire le point avec le rapporteur de cette proposition de loi, Julien Dive. Le texte prévoit de déroger, dans certains cas d'usage, à l'usage de néonicotinoïdes. En fait, de un néonicotinoïde, l'acétamipride. Pourquoi un seul ? Les néonicotinoïdes, ce sont 5 substances. Le politique s'est saisi de la question des néonicotinoïdes en les interdisant tout net. Et l'interdiction tout net en France a donc proscrit l'usage des 5 substances néonicotinoïdes. Sauf que l'EFSA, qui est aussi une agence scientifique, et au niveau européen, a étalonné le sujet sur 4 substances. Les 4 substances ont été, pour 3 d'entre elles, interdites en 2018, la dernière en 2021. Et donc il reste l'acétamipride qui est autorisé jusqu'en 2033, qui est d'ailleurs évalué, qui est aménagé. Il y a des seuils de tolérance qui ont été revus à la baisse. Pourquoi ? Ça montre juste que les scientifiques étudient, réévaluent sa vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est même plutôt positif, c'est même plutôt sain de le voir vivre comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des dingos qui ont dit « Ok, on y va, et puis on verra le sujet en 2033 ». Non, il y a une prudence. Et je pense que cette prudence doit au contraire nous rassurer. Et donc, en fait, tout le monde peut l'utiliser, sauf en France. Et donc, ce qu'on propose juste au travers de ce texte, c'est de déroger à ce qui a été fait dans la loi de 2016. Là, on parle d'un produit qui pourrait être utilisé dans des cas très précis, à des champs très stricts en termes de périodicité, qui se dégradent et dont la rémanence, c'est-à-dire la durée dans le temps, va être très courte. Si au final, les agriculteurs n'obtiennent pas satisfaction et la capacité d'utiliser l'acétamipride, vous voyez des dégâts dans certaines filières agricoles et vous voyez le problème ? Ouais. La filière noisette, mais pas que. Par exemple, le navet, par exemple, certains vergers, la betterave qui aujourd'hui est en train, on a déjà constaté dans les champs la présence du puceron vert porteur du virus de la jaunisse qui est en train de se propager dans les champs de betterave et qui risque d'affecter les rendements de betterave à sucre. Ce sont des filières qui sont mises en danger. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, enfin, moi je le sais, mais ceux qui s'opposent à tous ces sujets-là ne se rendent pas compte, c'est que derrière les individualités d'agriculteurs, il y a des structurations économiques, il y a des productions, il y a des industries, il y a des emplois, il y a cette souveraineté et cette autonomie. Demain, vous avez ces filières qui s'effondrent, vous imaginez tout de suite les conséquences que cela, mais surtout, on va importer de fait des productions qui, elles, seront produites dans des conditions qu'on n'autorise plus en France, avec des produits qu'on n'autorise plus en France, qu'on n'autorise plus en Europe, et qui n'ont rien à voir avec l'acétamipride. Donc, encore une fois, soyons vigilants, regardons tout le spectre dans son ensemble. Alors, puisque je suis allé à Bruxelles cette semaine à la Commission européenne, j'en ai profité pour aller juste à côté, au Parlement européen, histoire de voir si les parlementaires européens étaient intéressés ou concernés par notre débat français sur l'acétamipride. Et manifestement, ce n'est pas du tout un sujet pour les autres députés des autres pays de l'Union européenne, puisque le débat a été tranché par la Commission et par l'EFSA, s'agissant de l'acétamipride. J'ai quand même profité de ce déplacement pour interroger Céline Imard, qui est une députée européenne très engagée sur ce sujet, puisqu'elle est elle-même agricultrice, et elle ne m'a pas caché qu'effectivement, pour ses collègues espagnols, italiens, allemands, la France est l'enfant terrible de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, les parlements, autour de vous, vos collègues députés européens, ils vous parlent parfois de l'acétamipride et de ce débat qu'on a en France sur cette question stratégique pour l'agriculture et pour l'écologie ? Non, ils ne m'en parlent pas. En revanche, quand moi je leur parle de ce débat que nous avons en France, cela les fait beaucoup rire. En fait, ils me disent toujours que la France est terrible et que nous sommes les enfants terribles de l'Europe parce que nous avons cette tendance folle à laver plus vert que vert. Pour Céline Imard, le problème c'est que le débat sur l'acétamipride en France est biaisé par des écologistes qui ne prennent pas au sérieux le travail scientifique de l'EFSA et de la Commission européenne. Écoutez, ma position est très claire, que ce soit au niveau de la présidente de la Commission du développement durable ou des députés verts, on a aujourd'hui affaire en fait à une sorte de recrachage de discours militants complètement fabriqués et préfabriqués et qui ne prennent en aucun cas les avancées scientifiques. Vous avez raison de le rappeler, l'EFSA a très
globalement et de manière très détaillée analysé le profil toxicologique de la molécule. On a parlé à tort, en fait, on donne, vous savez, on colle des étiquettes avec des punchlines. Donc on dit les tueurs d'abeilles, les ceci, les cela, mais personne ne prend en fait la peine de regarder le profil scientifique. L'ASA rappelle à juste titre que cette molécule ne présente pas aujourd'hui de risque pour les pollinisateurs ni pour la santé humaine. La molécule est autorisée chez tous nos voisins, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, et les producteurs en ont besoin. Donc c'est extrêmement clair. Quand on a des partis pris militants qui vont en fait sonner de haro sur une molécule, simplement parce qu'on la catalogue, on en fait un motif pour un combat politique, qui se retrouve perdant? Ce sont les agriculteurs qui se retrouvent perdants, ce sont les consommateurs qui se retrouvent perdants. On a un lobbying écologiste militant et non pas scientifique qui sonne le haro sur des molécules. On a eu la même chose sur la filière cerise, on a la même chose sur la filière noisette, sous couvert de protection de l'environnement. On détruit non seulement des autorisations, mais aussi des filières entières et des savoir-faire entiers. Alors comme souvent lorsqu'il y a un vote qui se profile à l'Assemblée nationale sur un sujet aussi controversé, beaucoup de lobbying direct auprès des députés. Alors souvent on parle du lobbying quand on pense aux entreprises, à des secteurs économiques, mais il y a beaucoup de lobbying des ONG, des associations environnementalistes. Géraldine Wössner, je crois que dans votre enquête, vous avez également pu établir ce lobbying, cette pression qui est exercée sur les députés, ce commerce de la peur dont on parle souvent dans notre émission. C'est un lobbying sidérant qui s'est déclenché il y a plusieurs semaines, déjà au moment où la loi est arrivée au Sénat, d'ailleurs, parce qu'elle a été votée au Sénat. Et ils savaient que c'était l'Assemblée qu'il fallait investir, parce que voilà, les groupes d'opposition, ils sont puissants, et puis la question divise, et on a vu les députés, y compris dans la majorité. Quand je parle de lobbying, c'est des campagnes massives. Ils ont, Génération Future notamment, littéralement inondé les députés de messages. Plus de 70 000 mails envoyés, ils les harcèlent, c'est permanent. Ils font des mailings pour que les gens aillent les voir dans leur permanence parlementaire. Et comme les médias relayent, pour le coup, ces tables ouvertes aux messages des ONG, et ben ça crée une espèce de tension, une pression dans les territoires avec des gens qui ont peur et qui effectivement vont venir interpeller leurs députés, et ça marche. Par exemple, récemment, ils ont fait une nouvelle campagne d'analyse des cheveux où ils vont trouver des micro-traces et puis faire une campagne médiatique pour dire regardez, il y en a partout, la France et la population est imprégnée. Du coup, moi je suis voilà, mais bien sûr, tous contaminés. Alors déjà, j'ai déjà fait les enquêtes, mais sachez-le, les analyses dans les cheveux de molécules, ça ne vaut rien. Scientifiquement, ça ne vaut rien. Et on a les données de l'Europe. Il est détecté l'acétamipride dans moins de 3% des échantillons alimentaires qui sont analysés en Europe, moins de 3%. Et les limites maximales de résidus sont dépassées dans moins de 0,1% de ces 3%. Donc on n'est pas imprégné. Le vote à l'Assemblée nationale, qui aura lieu d'ailleurs peut-être pendant le week-end de l'Ascension, est un vote qui s'annonce serré. On a vu déjà entre la Commission du développement durable, plutôt hostile aux produits phytosanitaires, à la réautorisation de l'acétamipride, la Commission des affaires économiques, qui s'occupe des sujets agricoles, elle est plus favorable. Comment vous sentez en quelque sorte, Françoise Roch, le rapport de force à la fois politique, mais aussi dans la société? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une prise de conscience, il y a un peu plus d'un an, quand il y a eu cette crise agricole, cette expression des agriculteurs de dire « laissez-nous produire, permettez-nous de produire à un prix qui soit acceptable pour les Français » qui sont très préoccupés par la question du pouvoir d'achat? Et pas à n'importe quel prix, ça c'est vraiment important, à un prix acceptable pour tout le monde. C'est ce fameux équilibre qu'on recherche, que d'autres pays arrivent. Et nous, on est partis dans l'excès et on a du mal à faire revenir. Et la seule chose, c'est que je pense qu'il y a un vrai décalage entre tout ce qu'on dit, ces gens qui portent des fake news, des peurs, etc., et les réactions des citadins, enfin de la population française, qui a une confiance. Quand on regarde un peu notre baromètre de confiance de l'agriculture, les gens nous suivent. Est-ce que vous avez confiance dans le vote des députés? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller Ça me fait peur parce que y a des députés, nous on essaye d'apporter des choses très, très, très concrètes. Et ce dogmatisme qu'on entend, ce totem de l'acétamipride, fait qu'il y a des députés, je pense, qui agressés dans leur
comment ça s'appelle, permanence. Tous ces mails, moi j'en ai un parce qu'on en contacte régulièrement, avec qui on travaille bien, qui me dit, mais si tu savais les horreurs qu'on m'envoie, mais les horreurs qu'on m'envoie. Et donc, voilà, j'espère que le politique redeviendra ce que j'aime en politique, c'est-à-dire quelqu'un qui pense à la France de demain et qui pense à l'avenir de la France et des Français, plutôt que ou à sa réélection demain, ou à ce qui va lui arriver dans sa permanence, quoi. Géraldine, je ne voudrais pas vous demander un pronostic précis, parce que ça va être compliqué. Moi, je ne sais même pas si à la fin, cette loi va pouvoir aller à son terme. Moi, je suis assez inquiète et assez triste, parce que dans ce texte, il n'y a pas que la question de l'acétamipride. Il y avait par exemple tout un article qui prévoyait d'alléger les normes, par exemple, pour construire des retenues d'eau. Oui. Vous savez qu'on a un problème de réchauffement climatique, que c'est une vraie problématique des agriculteurs. En commission de développement durable, ils ont simplement fait sauter l'article. Voilà, on n'a pas de problème d'eau. Certains ont rajouté des contraintes dans un texte qui vise à les alléger. Ils en ont rajouté. Les débats sont extrêmement polarisés, mais vraiment polarisés, avec des positions militantes, dogmatiques très dures. Et de l'autre côté, les agriculteurs se durcissent aussi. Ils prévoient déjà une manifestation nationale le 26 mai, jour où ça va être débattu à la loi. Moi, j'ai quand même des types, on me remonte, je ne serais pas étonnée qu'ils aillent murer quelque part des permanences parlementaires, qu'il y ait des actions violentes, ce qui est absolument scandaleux et déplorable, mais on risque de revivre un petit peu ce qu'on a vécu l'an dernier autour d'un texte qui n'est pas scandaleux en réalité. C'est un texte qui est assez mesuré. Il faut l'amender, bien sûr, s'ils ne sont pas d'accord. Il y a des manières d'apporter des amendements, d'améliorer, mais de rester avec un débat serein qui grandisse tout le monde. Et quand on entend des fake news à longueur de temps dans l'hémicycle, c'est fatigant, ça ne grandit personne. Et donc, je suis assez inquiète, d'autant plus que la majorité est très divisée, parce que politiquement, c'est extrêmement sensible. Et beaucoup ont déjà les municipales dans la tête et n'ont pas forcément envie de se mettre à dos leur électorat urbain. Bon, et donc, si la loi ne passe pas, François, ce qui est en jeu quand même, c'est peut-être une hausse des importations, puisqu'on va avoir une production en baisse en France. Et donc, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, c'est apparemment une des priorités affichées par ceux qui nous dirigent, mais ça va être quand même compliqué. Espérons que les députés sauront faire la part des choses et qu'ils sauront sous-peser le pour, le contre. Bien sûr, les sujets politiques et comment ils évaluent la situation parmi leurs électeurs, mais aussi et surtout à partir de la science. C'est ce qu'on a essayé modestement de faire, d'enquêter, de donner la parole à des scientifiques, donner la parole à des producteurs avec cette émission, comme on continuera à le faire, parce que pour nous, le lien entre écologie et économie est indissociable, et c'en était de nouveau un exemple extrêmement criant. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et si l'économie sauvait l'écologie? Merci Géraldine, merci Françoise, et à très bientôt pour de nouvelles enquêtes sur notre chaîne.